Ok, tout est bon. Donc, alors, merci d'être venu aux Journées du logiciel libre. Euh, donc aujourd'hui, on va regarder. Alors, j'ai appelé ça fabriquer un jeu éducatif. C'est centré sur l'éducation. Donc c'est une conférence, c'est aussi un atelier. On va avoir des études de cas, c'est-à-dire comment on fabrique des écrans simples dans un but éducatif, que ce soit pour des cours en ligne, que ce soit pour de l'orthophonie aussi, ça peut, pour différents, voilà, tout ce qui touche en fait l'éducation. Donc pour fabriquer un jeu éducatif, aujourd'hui on va utiliser 3 logiciels libres. Inkscape, qui est un logiciel de design vectoriel. Voilà, donc c'est-à-dire que ça permet de créer des illustrations assez facilement, de récupérer des fichiers vectoriels assez facilement et de pouvoir les grossir et les rétrécir à volonté sans perte de qualité. Ça utilise des courbes mathématiques et donc le vectoriel permet à l'inverse des pixels, voilà, d'avoir des ressources graphiques très qualitatives. Et donc Inkscape, voilà, c'est un logiciel libre qui est assez connu. Open e-learning, donc on va utiliser Open e-learning, c'est un logiciel auteur qui permet de créer des contenus pédagogiques et interactifs. Donc ça ressemble un petit peu à PowerPoint dans la structure, sauf qu'on va avoir des objets interactifs. On va être plus sur l'interactivité que sur la présentation. Et enfin, on va voir aussi Shamilo LMS pour l'intégration. Et on va voir si on a le temps, les outils aussi intégrés pour créer des contenus éducatifs à travers le logiciel Shamilo LMS. Donc voilà, les trois logiciels, inkscape.org, shamilo.org, openelearning.org, c'est les 3 sites internet. Donc moi je suis Damien Renou, j'ai une société qui s'appelle Bâtisseur Numérique à Vaux-en-Velin. Donc ça fait à peu près 14 ans maintenant que je travaille autour de l'éducation. Donc au départ, plus éducation dans l'industrie. Et je me suis dérivé depuis 2012 sur l'éducation en mode général. Voilà. Je suis également membre, donc je suis distributeur officiel de la solution Shamilo LMS sur la région France. Et je suis aussi membre directeur de l'association qui est basée à Madrid de Shamilo LMS. Et je suis fondateur du projet Open e-learning et principal développeur du projet Open e-learning aussi, qui est utilisé dans le monde entier, principalement aux États-Unis et en Allemagne. Oui, je suis en train d'enregistrer. Ce sera disponible sur YouTube directement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? On va faire une activité, le pendu, voilà, qui est assez connue. On va voir comment on gère des vies et des chances. Donc, on voit ici, il y a des petits cœurs. Voilà, c'est le concept de vie qu'on retrouve dans les jeux vidéo. On va voir aussi l'alternative au pendu, hein, puisque c'est un peu morbide, hein, le pendu, mais on peut faire d'autres choses. Voilà, qui se rapproche du pendu, mais finalement, c'est le même concept, mais légèrement différent. On va fabriquer un escape game. Alors, on va pas fabriquer un escape game entièrement. On va voir les concepts de l'escape game et on va voir comment fabriquer une salle d'escape game. Et vous allez voir, c'est assez simple en fait, une fois qu'on découpe tout ça en 3 étapes assez simples. Donc, je vais utiliser Escape Game Kit qui est téléchargeable sur openelearning.org. Côté rubrique Assets, ressources gratuites, au niveau de l'escape game. Hein. Donc on va commencer tout de suite par faire une activité le pendu avec Open e-learning. Donc je vais lancer le logiciel. Alors Open e-learning, c'est un logiciel qui est offline, d'accord, qui est libre. Donc il n'y a pas besoin de connexion. Tous les contenus que vous allez fabriquer vont être fabriqués sur un logiciel qui n'a pas besoin de connexion en ligne, qui n'a pas besoin d'être installé autre que sur
Linux, votre Mac ou votre Windows. Donc vous allez pouvoir travailler tranquillement, voilà, sans connexion. Et après, on verra au niveau de la publication, effectivement, les différents moyens de le publier. Donc là, on va ouvrir un nouveau projet. Et on va prendre un projet classique, hein. Donc vous voyez ici, vous êtes en terrain connu, hein, vous avez sur la droite les écrans. Donc on peut créer plusieurs écrans ici. Vous avez la place centrale où vous allez pouvoir déposer des objets. Et on va voir, en fait, c'est en déposant des objets qu'on va fabriquer les interactions et la suite logique. Donc ici, on a un titre. On va enlever la barre de titre. Et bon, pour créer un pendu, un jeu le pendu dans Open e-learning, on va aller dans l'onglet Game. Et on a Engelman. Voilà, c'est assez simple, hein. On va éditer. On a un mot secret. On va mettre journée du logiciel libre. Et événement libre, ce sera l'indice. Donc, voilà, c'est assez simple, hein. Voilà, là vous avez un jeu du pendu qui est bon, qui est actif. À tout moment, vous pouvez tester votre contenu pédagogique, votre contenu éducatif avec en bas à gauche aperçu. Donc il va compiler le projet. Un tout petit peu de jargon technique, ça va vous produire du HTML, du JavaScript et du CSS qui va être exécutable voilà, en local ou publiable sur votre site internet. Ici, on voit qu'on a qu'il y a une faute d'orthographe, mais événement libre. Et le but du jeu, c'est de trouver les bonnes lettres. Et quand on ne trouve pas les bonnes lettres, on voit que le pendu voilà, il y a un petit bonhomme. Voilà, et là, il n'est pas content. Donc, on peut recommencer. Et bien sûr, je ne me rappelle même plus du mot, JDLL. Voilà. Donc ça, voilà, première étape, fabriquer un jeu assez facilement. Donc l'idée, c'est pas d'avoir qu'un seul jeu. En général, on a un contexte, c'est-à-dire qu'on va avoir une page de présentation, par exemple, une page de lecture, de compréhension et de lecture. La personne va lire le texte. Et le but du jeu, c'est de trouver le prénom du personnage principal, par exemple. Donc on peut combiner un exercice voilà, de français avec un jeu, mais au lieu qu'il ait à saisir sur une zone de texte, on met un jeu du pendu. Ça permet de rendre l'activité un peu plus ludique. C'est un exemple. Alors ensuite, comment on peut faire une transition là-dessus? On va mettre gérer des vies et des chances. Alors, dans l'onglet Game, on a ici des vies. Si on clique dessus, ça va nous faire apparaître une barre de vie comme dans les jeux vidéo. On va pouvoir ajouter un bouton. Alors, il faut savoir que dans Open e-learning, la navigation, c'est pas comme dans les présentations PowerPoint ou Slider. Toute navigation doit être voulue par le créateur. Il n'y a pas de passage automatique à l'écran suivant. Donc par défaut, quand vous mettez des boutons ou vous mettez une image, vous pouvez lui dire, quand je clique sur ce bouton, il se passe quelque chose. Par défaut, on va sur la prochaine page, mais on peut lui dire aussi, tu n'as le droit d'aller à la prochaine page que si l'ensemble des objets exercices de ton écran sont validés. On peut aller aussi sur la page précédente, on peut aller vers une page ciblée, on peut aller vers une page et provoquer la correction automatique des objets pédagogiques sur l'écran. Et on voit ici qu'on peut faire une action personnalisée qui, en fin de compte, c'est comme du script, c'est comme du code, sauf c'est ce qu'on appelle du no-code. C'est-à-dire ça va être une présentation du script de manière graphique. Donc, je vais ici, action personnelle, et ici, j'ai plusieurs choix. Si mon pendu est bon, alors je vais sur la page suivante. S'il n'est pas bon, là je vais dans l'onglet Game, je supprime une vie.
OK? De façon à avoir, donc on va voir tout de suite en compilation ce que ça donne. Donc tant qu'on essaye de passer à la page suivante et que l'objet n'est pas bon, en fait, on va nous enlever une vie. Donc il faut résoudre en fait l'objet avant de passer à la page suivante. Voilà, c'est vraiment un exemple très simple. Après, il faut imaginer dans d'autres contextes, hein, mais c'est vraiment la base en fait du fonctionnement de la gamification, comme on dit, d'un jeu éducatif. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau de la présentation? Ça laisse pour toi. Hein. Alors, une alternative au jeu du pendu. Donc sur le logiciel Open e-learning, vous pouvez ajouter des extensions, comme vous pouvez ajouter des extensions sur, par exemple, les logiciels Chrome ou Firefox, qui sont des navigateurs Internet. Vous savez que vous pouvez modifier légèrement en fait le fonctionnement des navigateurs. Et là, c'est pareil, en fait, on peut ajouter des fonctionnalités extérieures, entre guillemets, qui vont rajouter des nouveaux objets pédagogiques, et vous pouvez programmer vos propres aussi objets pédagogiques assez facilement, c'est pas très compliqué, hein. C'est un fichier JavaScript, pardon pour les gros mots, et un fichier XML pour dire à quoi sert l'objet. Donc ici, on a préinstallé un objet qui s'appelle CacheCacheWord, qui a un nom un peu bizarre, hein, c'est du franglais, qui est plus ou moins la même chose qu'un jeu, le pendu, sauf qu'il va s'inspirer, lui, du Scrabble. Donc on doit trouver un mot, comme le pendu, sauf qu'au lieu d'avoir plusieurs chances de trouver le mot, on va avoir un tas de lettres qui vont être mélangées. Et bien sûr, il y aura les lettres qui vont composer le mot, et il y aura toutes les lettres inutiles au mot aussi. Donc ça va donner ça. Je mets un objet, donc CacheCacheWord. Donc toujours pareil, qu'est-ce qu'on recherche? Donc voilà, et l'indice today. Donc de la même manière, on va compiler. Donc on va résoudre déjà ce premier. Et ici, vous voyez, on doit retrouver JDLL. Alors là, c'est un peu facile, c'est un peu loupé. Mais normalement, on doit choisir les bonnes lettres. Si on se trompe, il remélange les lettres et on recommence. Voilà, juste à temps qu'on trouve. Donc ça permet de faire un ancrage mémoriel, voilà, un entraînement et un jeu de recherche qui n'est pas très compliqué puisqu'on a le droit à autant de chances qu'on veut. Mais finalement, c'est exactement la même chose que le pendu. Il faut trouver un mot. Sauf que voilà, les lettres, au lieu d'avoir un clavier, on a le Scrabble qui est recomposé, quoi. Et là, c'est bon. Donc voilà une variante du pendu, entre guillemets. Sachant qu'on peut imaginer effectivement remplacer les images du pendu par une spider. Il y a le jeu du spider, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir un pendu, il y a une araignée. Et quand l'araignée est entièrement dessinée, on a perdu. C'est ce qu'on fait maintenant en primaire, principalement. Donc voilà la première partie de la présentation. Alors maintenant, on va voir comment fabriquer un jeu un peu plus élaboré. Donc on va appeler ça un escape game, un jeu d'évasion. Donc c'est assez populaire ces dernières années, hein. Tout le monde y va de son escape game maintenant. Là, c'est pas un escape game en présentiel, hein, c'est un escape game numérique. Donc on va essayer de recomposer une salle avec des indices. Donc je parle sans ma trame depuis tout à l'heure, mais j'ai une trame normalement. Voilà. Donc la première étape, voilà, ce sera de télécharger l'Escape Game Kit qui est sur openelearning.org pour mettre en œuvre en fait l'Escape Game. Et après, ce qu'on va faire, donc pour vous expliquer, donc le jeu d'évasion en fait, ça consiste, voilà, la plupart du temps à tenter de s'échapper d'une pièce en un temps limité. Voilà, ça c'est le principe de l'Escape Game. Donc les joueurs doivent chercher des indices disséminés. Des indices disséminés en fait dans la pièce. Ils doivent les combiner pour avancer sur la prochaine salle.
Voilà le principe un petit peu du jeu Escape Game, qui est un jeu qui est assez ancien en fait, hein, puisque les premiers point and click, on appelait sur PC, les premiers jeux, c'était principalement des escape games, en fait, sur le concept, hein. Notamment Monkey Island, Monkey, non Monkey of Island, voilà, qui est un des premiers et les plus populaires. Donc, on va prendre un type d'organisation le plus facile à mettre en place, hein. C'est une pièce avec une porte fermée et un code secret. Une deuxième pièce avec une porte fermée, hein, par un code secret éventuellement. Et enfin, une fin de jeu avec un écran de victoire. Donc pour la première pièce, on va définir donc 3 indices qui combinés permettent de résoudre le code. Donc le code, il va être composé de 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres sont découverts par la résolution d'une énigme mathématique. Et les 2 derniers chiffres sont découverts par un code couleur et un tableau de correspondance. Donc les 2 derniers chiffres seront voilà, sur un tableau de correspondance. Et nous avons donc 3 indices. On a dit donc une énigme mathématique, un code couleur, un tableau de correspondance. Et on va mettre graphiquement ces 3 indices. On va construire graphiquement avec Inkscape ces 3 indices. Alors, on va ouvrir Inkscape. On va ouvrir notre paquet cadeau. Donc, dans le kit Escape Game, vous avez des fichiers qui s'appellent SVG, donc qui sont des fichiers vectoriels de format ouvert qu'on va pouvoir éditer avec Inkscape directement. Donc, on va ouvrir avec Inkscape le fichier qu'on appelle room1.svg. Veuillez patienter. Bonjour Marie-Jo. T'arrives en plein bug. Ah yes, c'est bon, il a voulu démarrer. C'est ta présence qui a changé ça. Donc ici, voilà, on a un fichier. Vous avez un fichier de travail. Donc vous voyez ici, on a une salle, une pièce qui va nous servir de décor en fait pour notre escape game. Donc vous voyez que tout est forme géométrique. Vous pouvez sélectionner tous les objets, les déplacer. Vous pouvez mettre vos propres logos, mettre vos propres textes. Et étant donné que c'est vectoriel, si vous grossissez, sauf cette partie-là, bien sûr, si vous grossissez en fin de compte l'image, vous allez voir que vous avez pas de perte de qualité, puisque tout est courbe mathématique en vectoriel. Donc c'est l'avantage. Comment? Alors le mur au fond, on peut mettre du pixel dans Inkscape, donc on peut tricher. Voilà. Le mur au fond doit être du vectoriel, si. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir faire des zooms de différents coins de la pièce. On va pouvoir placer des objets, modifier la pièce pour faire une deuxième pièce, sans forcément avoir 36 000 fichiers. Donc là, dans le kit que je vous ai mis à télécharger, vous avez la pièce et vous avez déjà tous les objets et qui sont prêts à l'emploi pour réaliser en fait l'atelier, refaire l'atelier chez vous confortablement. Voilà, donc ici on a le poster. Et ce qu'on peut faire, voilà, dans Inkscape, c'est qu'ici on a une zone de travail. On peut exporter cette zone de travail vers un fichier image. Donc on va faire exporter. Ici on va choisir la largeur et la hauteur en fait en pixels que l'on souhaite faire. On va choisir l'export, le chemin d'export, et on va pouvoir exporter nos images. Et on va pouvoir faire pour chaque objet vectoriel que l'on souhaite utiliser. Donc ici, on va avoir par exemple un tiroir. Quand on clique sur le tiroir, on souhaite ouvrir le tiroir pour voir le code, le tableau de correspondance. Donc ici, je vais pouvoir noter ce que je veux. Donc je peux grossir
et mettre le tableau de correspondance qui correspond à mon jeu. Une fois que j'ai mis les bons codes couleurs et les bons chiffres, je sélectionne l'objet et de la même manière, je peux exporter la sélection vers une image. Donc je vais exporter toutes mes images et tous mes fichiers de travail avant de les assembler dans un seul dossier, de façon à être tranquille par la suite et surtout pouvoir modifier ma base de travail et réexporter avec le même fichier en fait SVG dans Inkscape. Je ne vais pas m'étendre non plus sur Inkscape puisqu'il y a des tutos en ligne. Mais l'idée, c'est quand même de vous montrer qu'il existe des outils libres, graphiques, qui font très bien le travail, en fait, en termes d'export et de manipulation graphique. Donc ici, pour le fun, on pourrait dire, vu qu'on est sur les journées du logiciel libre, on va écrire journée du logiciel libre. Voilà, ce sera quand même un contexte plus sympa. Et on va venir donc l'exporter. Dans mes rendus, sur la room numéro 1, en 967-120, donc c'est du 4 tiers. Et j'appuie sur exporter. Après, dans le kit Escape Game, vous avez déjà tous les rendus qui sont faits, si jamais vous avez envie de passer cette étape-là. Voilà. Vous pouvez mettre une photo d'une pièce aussi. Ouais. Alors oui, on verra, c'est possible de faire du responsive sur Open e-learning. Éventuellement, on peut faire aussi des projets larges qui sont du coup en mode landscape, voilà. Et on peut les faire aussi en mode portrait. Par contre, ça nécessite de faire des jeux d'images différents pour le smartphone et pour le PC. Voilà. Puisque là, on est quand même sur des zones actives très précises. Et on n'est pas responsive sur des zones actives. Quand on clique sur le tiroir, on clique sur le tiroir. Il n'y a pas de... Oui, ou alors sur smartphone, la version 4 tiers marchera aussi. Tu auras juste des bandes noires sur le côté. Et l'écran va s'adapter en fait. Donc voilà, j'ai exporté mon fond d'écran. J'ai exporté tous mes objets. J'ai une énigme mathématique que j'ai mis ici. Quel est le nombre entier à 2 chiffres qui, divisé par la somme de ces 2 chiffres, donne le résultat de la somme de ces 2 chiffres? 81. Voilà, c'est mon année de naissance. Et donc du coup, voilà. On a les 2 chiffres à trouver qui seront cachés dans le livre rouge et le tableau de correspondance qui nous donne les données des chiffres, ce qui nous donne le code à rentrer sur la porte pour sortir de la pièce. Voilà, voilà tous les éléments. Et maintenant, on va les assembler dans Open e-learning. On va ouvrir un projet tout neuf. Classique. Là, on est en mode e-learning, donc on enlève tout ce qui est e-learning. Et on va détourner, donc on va passer donc par le style de la page. Et là, on va venir chercher sur notre disque dur l'image que l'on vient de faire. Donc voilà, là, on a notre environnement de jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce qu'on appelle des zones actives. Alors, des zones actives, c'est différent des boutons. Les boutons, on les voit. On sait qu'on peut cliquer dessus. Des zones actives, c'est des zones transparentes. Et quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Donc là, on va aller dans Game. Et on a ici, voilà, un petit point. On va mettre une zone active sur le code. Normal. On va mettre une zone active sur le poster. Une zone active, on a dit, donc sur le tiroir. Et une zone active sur le livre rouge. Il va falloir que la personne en déduise, c'est parce que le livre est rouge que ça correspond au code rouge. Voilà. Niveau de complexité quand même assez élevé. mais voilà, ça reste un escape game, c'est pas censé être facile, il faut combiner les informations dans sa tête pour sortir de la chose. Alors sur le code,
on va aller sur la page suivante. La résolution du code se fera sur la page suivante. Sur le livre, on va afficher le livre avec l'énigme mathématique. Donc là, je clique voilà, sur éditer et je vais faire afficher une image. Et là, on va aller le chercher. Voilà. Pardon. J'ai perdu ma fenêtre. Donc voilà, là j'ai dit si je clique sur cette zone, alors j'affiche l'image livre avec la formule mathématique, avec l'énigme mathématique. Donc tout de suite, on va passer en mode aperçu pour voir ce que ça donne. Hop, voilà. Là, quand je clique, j'ai l'énigme mathématique et je peux la fermer. Et je peux continuer ma recherche en tant que Sherlock Holmes des escape games. Ici, quand je clique sur ce tiroir, donc on va redimensionner pour que ce soit pile poil que sur le tiroir. Je souhaite afficher le tiroir avec le code couleur. Et quand je clique ici, je vais aller chercher le poster avec un signe bizarre. Et sur le code de la porte, donc j'ai dit ouais, next page, c'est bon. Sur la page d'après, je vais aller chercher le code. Alors le code, mes fenêtres elles sont assez capricieuses là. Voilà, donc le code, j'ai fait juste j'ai juste fait ça. J'ai pas fait de complexité majeure. Voilà. Ici, on va ajouter un bouton qui nous permet de valider le code. Et ici, on va ajouter ce qu'on appelle une question. Alors, c'est du e-learning, mais on va détourner les objets e-learning. Hein. On va mettre une zone de texte. Voilà. Ici, on a un bouton. Ici, la réponse, donc, c'est 81, 2, 3, je crois. Et on va lui rajouter un bouton supplémentaire si jamais la personne n'a pas trouvé le code et souhaite retourner. Retourner vers voilà, la page précédente, c'est déjà le cas. Donc voilà notre escape game qui est mis en place, de manière très basique. Hein. Donc maintenant, voilà, la personne peut aller à la recherche des indices. Donc premier indice, on a ça. Deuxième indice, on a le tableau de correspondance. Et le plus dur des indices, c'est qu'il faut trouver les deux chiffres cachés ici. Et en combinant ces trois indices, on arrive à trouver le code. Tout ce qui fait la complexité, c'est d'avoir toujours 3 indices et non pas 2. pour que voilà, pour qu'il y ait un peu une émulation. On pourrait dire en fait, il y a 4 indices, puisqu'il y a un quatrième indice, c'est la couleur du livre. Donc il y a une combinaison supplémentaire. Au-delà de 4, ça peut devenir un peu trop complexe en fait, en termes de résolution. Il y en a qui s'amusent à faire 7 combinaisons, mais je vous recommande pas du tout. Voilà, 4 combinaisons, ça suffit. Et donc quand on clique ici, on vient donner le bon chiffre, et on appuie sur la page précédente pour valider le code. Alors comme on a vu au tout début, au niveau du bouton, on peut le valider avec des outils de no-code. Et là, on va dire, voilà, si c'est OK, on va sur la page suivante. Si c'est pas bon, éventuellement, on peut mettre un système de vie aussi ici. Pour dire, voilà, vous avez 3 vies pour réussir l'escape game. Ou alors, on peut dire, voilà, tout simplement, retourne sur la page précédente si c'est pas bon, pour l'embêter un peu. Pour éviter qu'il essaye de faire une attaque force brute sur la chose en question. Mais sinon, vous pouvez juste laisser, voilà, si c'est OK, on va sur la page suivante, sinon ça fait rien du tout. Donc voilà pour la fabrication du jeu éducatif. Maintenant, comment on fait pour l'exporter et pour l'intégrer sur son site internet? Donc ici, on va aller dans Fichier et on peut faire Exporter.
On a deux choix en fait, hein. On a SCORM. Alors SCORM, c'est un mot un peu barbare qui est en fin de compte c'est une interface qui permet de communiquer avec à peu près toutes, hein, à 99%, toutes les plateformes éducatives qui existent au monde. Donc dès l'instant où, en fait, où vous exportez en SCORM, votre contenu, vous pouvez l'importer dans Moodle, dans Chamilo, dans Claroline, ce sont des plateformes open source, mais aussi dans toutes les plateformes privées qui peuvent exister de gestion de l'apprentissage dans les entreprises ou dans les établissements scolaires, ce qu'on appelle les ENT, voilà, au niveau des établissements scolaires. Donc la plupart des ENT sont compatibles avec le SCORM. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser le SCORM, vous pouvez l'exporter vers un dossier sur votre bureau et consommer votre jeu en mode offline, directement en fait, sans connexion internet, ou le partager avec une clé USB à vos élèves ou à vos apprenants ou dans le cadre de votre événement. Donc tout folder, on va pas le voir. Alors non, il y a tout un tas de fichiers. Voilà, il y a beaucoup de fichiers. Il y a les images, il y a les vidéos, les sons, éventuellement, parce qu'on peut mettre des vidéos et du son aussi. Voilà, c'est un répertoire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire export directement sur ton bureau. Sinon, tu vas avoir des fichiers partout. Il faut créer un dossier et l'exporter à l'intérieur de ton dossier. Et du coup, si on le publie sur un serveur web, ça marche bien. Si tu le publies effectivement sur un WordPress ou directement sur un serveur web, directement le fichier HTML va s'afficher et ton jeu va s'afficher directement. Ouais. Donc du coup, pas besoin parce que l'avantage des plateformes éducatives, c'est qu'il y a un logging mot de passe et tu sais qui a utilisé ton jeu combien de temps. Après, si tu n'as pas de notion de tracking et tu veux pas être embêté avec le RGPD, notamment, tu mets ça effectivement sur un dossier et puis on n'en parle plus, quoi. Le SCORM va envoyer le temps passé, éventuellement des résultats, parce qu'on peut mettre des points sur les différents écrans, effectivement, ouais. Donc on peut aller plus finement, effectivement, dans le retour statistique. Avoir toujours pondéré le niveau de traçabilité que tu veux mettre en place. Donc on va utiliser SCORM dans notre cas et on va venir l'intégrer donc dans une plateforme d'apprentissage éducative. Donc je vais lancer mon serveur local. Donc on va voir comment exporter dans Chamilo. Alors Chamilo, comme je disais au départ, c'est une plateforme donc d'apprentissage en ligne que vous pouvez installer sur un serveur web. Alors je ne sais pas si vous connaissez Moodle, qui est une plateforme qui est énormément utilisée, surtout dans les universités. Donc Moodle, c'est une plateforme qui est australienne. Chamilo, c'est une plateforme qui est européenne, qui existe depuis 12 ans maintenant, depuis 2010, qui se veut un petit peu plus simple en fait d'approche et d'accessibilité que Moodle. Un peu plus simple en termes de fonctionnalité, mais un petit peu plus simple aussi au niveau interface. Donc c'est assez simple de créer des espaces de cours, de créer des formations, d'inscrire des apprenants dessus et de l'associer à des formations. Voilà, la prise en main se fait à peu près en une journée, donc c'est assez rapide. Donc on va voir comment intégrer notre jeu Escape Game dans Chamilo. Donc ici, j'ai créé un cours qui s'appelle, ce qu'on appelle un espace de cours qui s'appelle Journée du logiciel libre 2022. Et quand je vais à l'intérieur de mon espace de cours, je vais avoir tout un tas d'outils dans Chamilo, et notamment un outil qui s'appelle Parcours. Alors Parcours, en fait, ça permet d'assembler des contenus de manière logique à la suite. Donc je vais pouvoir dire, voilà, je vais faire une vidéo de présentation, ensuite, donc ça va être un parcours de A, du point A au point B. Je vais faire une vidéo, je vais mettre un PDF, je vais mettre un jeu éducatif, et à la fin, je vais mettre un petit quiz et un certificat. C'est ce qu'on appelle un parcours dans Chamilo. Donc quand je clique sur parcours, je peux avoir plusieurs parcours.
Et en l'occurrence, on a un petit bouton magique qui nous permet d'importer ce qu'on appelle des packages SCORM. Donc le bouton magique, il est ici. Voilà. C'est importer. Désolé, c'est un tout petit peu long parce que c'est sur toute ma plateforme tourne en local et j'ai. En vrai, oui, c'est plus rapide. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner mon export que j'ai pas encore fait, donc on va le faire. Donc dans Open e-learning, je vais faire fichier, exporter SCORM. Ici, je vais choisir l'interface. Donc l'avantage d'Open e-learning, c'est que il va référencer toutes les plateformes libres par défaut. Et il va régler le meilleur paramètre en fait pour la meilleure compatibilité selon la plateforme. Parce que la plateforme SCORM, donc c'est une interface qui existe depuis 1999, maintenant depuis 20 ans, depuis 23 ans, qui est utilisée sur toutes les plateformes, sauf qu'il y a toujours des légers ajustements en fonction des plateformes pour que ça fonctionne vraiment nickel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les 3 plateformes majeures en fait qui existent open source, Shamilo, Claroline et Moodle. Et on choisit juste la bonne plateforme, de façon à avoir la couche, entre guillemets, l'interface SCORM qui correspond au mieux et au plus de statistiques qu'on peut renvoyer vers la plateforme correspondante. J'exécute. Et là, je vais simplement, donc un fichier SCORM, c'est quoi? C'est un fichier zip, c'est un fichier packagé, avec un fichier supplémentaire qui s'appelle SCORM.js, et un fichier XML qui envoie le titre et le point d'entrée. Voilà. Mais ça, c'est technique, vous n'avez pas à vous en occuper, normalement. On va appeler ça export game, et on enregistre en zip. Donc après Open e-learning, il vous donne un petit tuto en plus, selon la plateforme, qui vous dit allez dans parcours et choisissez le bouton. Voilà. Qui est personnalisé en fonction de Claroline, Moodle ou Shamilo. Donc, on accompagne jusqu'au bout, voilà, pour être sûr que vous puissiez l'intégrer dans la bonne plateforme et au bon endroit. Donc ici, hop, je vais choisir, donc je vais aller chercher l'export qui est ici game.zip et je vais l'importer. Il réfléchit un petit peu. Il réfléchit beaucoup. Voilà. Donc ici, voilà, on est 8h45. Open e-learning content, donc il met un titre par défaut, hein, mais vous pouvez le changer aussi. Et vous avez bien votre jeu qui est intégré donc dans votre plateforme éducative. Et quand on clique dessus, voilà, alors je me suis trompé de contenu apparemment. Oui, ouais, je me suis trompé d'export. Ouais. Ok, donc ça c'est le gros test, je couperai au montage. Voilà, on va y arriver. Suspense. Voilà. Donc là, voilà, vous avez votre escape game. Alors, sur Shamilo, vous avez différents modes que vous pouvez régler au niveau du parcours. Vous pouvez le mettre directement en plein écran aussi, pour être plus confortable, notamment sur smartphone, ou avoir une expérience plus immersive, comme on dit maintenant. L'immersive learning. Mais voilà, par défaut, il met le parcours. Ça n'a pas trop de sens sur les jeux éducatifs de mettre un menu avec un seul item. Bon. Donc pour arriver, il faut mieux être là-dessus. Et là, vous voyez, donc vous avez votre parcours qui fonctionne très rapidement puisque Open e-learning, il compile tout dans un seul moteur et le moteur est chargé qu'une seule fois au départ. Et quand vous changez de page, et vous n'avez pas en fait de rechargement aller-retour vers le serveur. Donc c'est un avantage aussi dans le sens où vous pouvez lancer un jeu qui a une durée de vie de 20 minutes, passer sous un tunnel en TGV et même si vous avez perdu la connexion, vous pouvez continuer en fait à jouer. Et en fait, c'est au moment où vous finissez le jeu seulement qu'il envoie l'information à l'AMS.
Donc ça permet en fait d'être assez à l'aise en fait en termes de connexion internet. C'est très écologique entre guillemets, puisqu'il y a voilà tout est en format ouvert et tout est très léger en fait en termes de chargement euh, et consommation de bande passante. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation, qui finalement je pensais pas qu'elle allait me faire 1 heure, mais finalement on y arrive. Donc est-ce que vous avez des questions? Alors, j'avais que 3 logiciels. Euh, donc Inkscape pour tout ce qui est graphique, Open e-learning pour qui est l'assemblage en fait du graphisme et de votre cohérence voilà, de jeu, et Shamilo pour, pour vous créer en fait une plateforme, une communauté d'apprentissage en ligne, pouvoir partager vos contenus et suivre en fait suivre le. Moi je suis créateur en 2018 d'Open e-learning, donc c'est un projet qui est assez récent en fait. Hein. Complètement. Oui, je connais X-Learning, ouais, qui est australien aussi. Qui est australien aussi comme Moodle. Euh, alors il est plus graphique en fait, Open e-learning, en termes d'objets. C'est plus graphique et c'est quand même beaucoup plus orienté gaming, notamment. On peut faire des choses comme ça sur Open e-learning. On peut mettre par exemple un personnage avec un décor et des zones actives pour te montrer. Préintégré dans Open e-learning. Ici, pour te montrer, on va la déplacer au début. Juste en faisant ça, en fait, avec Open e-learning, tu vas pouvoir créer une structure de jeu vidéo avec quelqu'un qui se déplace réellement vers des zones et lancer de la même manière que les boutons. Tu vas pouvoir aller définir des actions aussi, tu vois. Et donc en mode, donc c'est pareil, ça ne produit que du HTML, du JavaScript et du CSS. Et derrière, tu as un petit personnage qui se déplace. Tu peux aller lancer des dialogues, ouvrir des images, aller vers la page suivante quand tu prends une porte, etc. Donc tu peux faire aussi des escape games on appelle ça de la 3D isométrique. Et, euh, et ça, effectivement, on sort du e-learning. On a vu qu'on pouvait mettre des vies, on pouvait mettre des zones actives. On a même des petits personnages qu'on peut déplacer en 2D. On a, voilà, on peut faire un parcours au sein d'un même contenu, en court-circuitant totalement les outils LMS en fait. Et tu as des modules que tu peux du coup rajouter, des plugins. Oui, complètement, ouais. Tu peux rajouter, tu changes le graphisme, tu peux faire un écran de game, un écran de e-learning, un écran de présentation. Tu peux switcher en fait d'un écran à l'autre sans aucun problème. Oui, alors on a. Après, voilà, nous, on fournit des assets de base. Après, il faut voir effectivement avec. Donc nous, on a un graphiste pour nos projets. Alors en graphisme, il n'y a pas grand monde qui partage. On a surtout des communautés en termes de plugins. Euh, on a Colibre je ne sais pas si vous connaissez, qui est rattaché à l'université Lyon 2. Voilà, qui ont un stand là-haut, qui ont fait des assets pour Open e-learning il y a 2 ans, qui en ont fait en fait leur projet. Il y a 4 étudiants qui ont fait leur projet pour faire des avatars, etc. Donc après, il y a une partie qui est libre. On a une partie premium pour financer le projet où il n'y a que des templates et des assets qui ont été faits par des graphistes professionnels pour le coup. Et après, j'ai envie de dire, étant donné que tu peux intégrer tout ce que tu veux, voilà, on demande 40 € par an et tu as accès en fait à une ressource, des ressources graphiques, etc. C'est que du cosmétique. Donc le logiciel reste libre. Et, euh, et là, voilà, on a aussi des étudiants au Brésil qui sont en train de préparer des assets aussi, plutôt en 3D, sur Blender. C'est long. C'est long. Oui, alors là, voilà, ça pour le coup, nous on l'a financé directement avec. On a payé un graphiste
professionnels pour faire ça. Pour qu'on ait quelque chose qui soit joli à montrer. Voilà. Mais tout le monde utilise celui-là du coup. Mais pour le coup, il y a des plugins où on rajoute juste un personnage supplémentaire avec des lunettes et tout. Et, donc dans cette partie, on va voir la norme SCORM et sa relation avec Shamilo, mais aussi sa relation avec le monde du e-learning. Alors la norme SCORM, on peut la traduire par l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça amène à recentrer vers un format de données commun pour l'ensemble des outils existants sur le marché. C'est-à-dire qu'un contenu SCORM pourra être partagé avec tous les outils du marché. Exemple, si demain vous décidez de changer de plateforme de formation, de passer de Moodle vers Shamilo, tous les contenus SCORM vont pouvoir être déménagés d'une plateforme vers l'autre sans aucun problème. Si on prend un autre exemple, si vous voulez partager votre grain de formation avec une autre école, vous n'aurez aussi aucun problème à le transférer vers cette école et ils vont pouvoir l'intégrer directement dans leur plateforme de formation. Donc c'est pour ça que Shamilo intègre du SCORM, mais il permet aussi d'en produire pour d'autres LMS. On a énormément de logiciels auteurs. Des logiciels auteurs, ça permet de créer des grains de formation qui sont compatibles avec la norme SCORM. Donc on a Scénari, qui est open source. On a le logiciel Open e-learning aussi, qui est open source. On va avoir des logiciels privés comme eSpring, Ludiscape, Storyline, et on a également PowerPoint si on ajoute l'extension HTML5 qui permet d'exporter ces PowerPoint vers du format SCORM, et du coup vos présentations PowerPoint qui seront juste des présentations et qui n'auront pas d'interactivité, et pourront donc être intégrées dans votre plateforme sous forme de grains complètement autonomes. Si on regarde qu'est-ce qu'un package SCORM plus précisément, un package SCORM c'est quoi? C'est un fichier zip où à l'intérieur il va y avoir des contenus HTML, CSS, JavaScript le plus souvent. On va parfois encore trouver du Flash, même si la tendance est à sa disparition à cause de sa non-compatibilité avec les tablettes et les smartphones. Donc on va avoir le contenu et à côté, on va avoir un fichier SCORM. Ce fichier SCORM, c'est un fichier JavaScript qui va se permettre de récupérer les différents états du contenu et de les envoyer vers la plateforme. Donc par exemple, je lance mon contenu SCORM ici. Mon fichier SCORM va dire attention, je démarre le contenu, donc l'information est enregistrée dans la plateforme. Je continue mon contenu, j'arrive sur un QCM. Hop, le SCORM envoie attention, il a réalisé un QCM avec tel score en tant de temps. Il arrive à la fin du contenu, il envoie le verbe end, attention, il a fini le contenu, ce qui permet à la plateforme d'avoir des statistiques précises sur le déroulement du contenu du package SCORM. Alors dans Shamilo, comment on intègre du format SCORM? Dans l'espace de cours, en fait, on a une icône qui s'appelle parcours, et c'est à l'intérieur des parcours qu'on va pouvoir intégrer des grains SCORM. Si on clique sur parcours dans Shamilo, on va avoir ici une icône avec une flèche bleue vers le haut. Si on laisse le curseur dessus, ça va nous permettre d'importer du SCORM. Donc on va pouvoir sélectionner le fichier zip qui a été produit par votre logiciel auteur ou votre LMS, et on va pouvoir l'importer, et il va se mettre automatiquement prêt à consommer dans votre cours, ce qui est très pratique au niveau de la mise en place. Dans cette partie du cours, nous allons voir comment installer Shamilo, comment le mettre à jour, et éventuellement comment installer des plugins. Donc il faut savoir que Shamilo s'installe sur un environnement client-serveur. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des utilisateurs qui vont utiliser un navigateur, qui vont demander des requêtes à un serveur où est installé Shamilo, et Shamilo va renvoyer donc la réponse aux utilisateurs dans leur navigateur.
Pour réaliser ceci, il faut que Shamilo soit installé donc sur un serveur web. Donc sur ce serveur web, on va avoir différentes choses. On va avoir une base de données, database. On va avoir des fichiers PHP de script qui vont être le gros du programme Shamilo. Et donc tout ça va être organisé dans des dossiers qu'on va devoir charger sur le serveur. Donc la première fois qu'on installe Shamilo, on va sur le site shamilo.org et on va télécharger la version complète du programme Shamilo pour PHP 7, puisque PHP 7 c'est la dernière version du langage PHP. On va télécharger donc un fichier zip qui va intégrer toute l'arborescence du programme Shamilo. Et donc ces fichiers, on va les charger sur le serveur. Alors pour charger des fichiers sur un serveur, on va utiliser le FTP, donc File Transfer Protocol. Donc File Transfer Protocol, c'est un protocole de transfert de fichiers en français. Ça a été créé en 1971 et ça permet de communiquer avec un serveur pour envoyer des fichiers ou récupérer des fichiers. Donc pour communiquer avec un serveur, on va utiliser un logiciel de communication FTP. Il y en a 3. Nous, on va utiliser dans cette vidéo FileZilla. Donc il y a FileZilla qui est compatible avec Linux, Mac OS X et Windows. Vous avez CURL et vous avez aussi FireFTP qui est une extension pour le navigateur Firefox qui permet d'utiliser Firefox comme client FTP. Alors FileZilla, vous pouvez le télécharger sur filezillaproject.org. C'est un logiciel libre qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger pour Windows, Linux et Mac. Donc vous l'installez. Et ensuite vous avez une icône qui va apparaître sur votre menu démarrer. Il faut bien télécharger FileZilla client qui va nous permettre donc de créer une relation avec le serveur pour envoyer et recevoir des fichiers et non pas FileZilla serveur qui sert à créer un serveur FTP sur un serveur. Donc c'est bien FileZilla client qu'il faut télécharger. Lorsque vous lancez FileZilla, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc ici, on va avoir un espace de log. Ici, on va avoir l'arborescence locale de mon disque dur. Ici, donc, sur la gauche, on va avoir les fichiers locaux donc, que j'ai téléchargés par exemple sur shamilo.org. Donc là, on voit qu'on a toute l'arborescence de mon application Shamilo. Et on voit que sur la droite, je vais avoir ce qu'il y a actuellement sur mon serveur. Donc actuellement, on a une absence de connexion à un serveur, donc il faut créer donc une connexion à un serveur. Alors un serveur, il peut être hébergé par exemple chez OVH, chez Gandhi, chez One and One. Donc ça, c'est à vous de voir où est votre serveur. Vous pouvez aussi avoir un serveur en interne. Si vous êtes sur OVH, vous avez un onglet FTP. Donc vous cliquez sur cet onglet et là vous allez pouvoir créer, donc vous allez avoir le lien, l'adresse du FTP et vous allez pouvoir créer un login et un mot de passe pour pouvoir vous connecter à votre serveur. Si vous êtes sur un autre hébergeur, ce sera le même principe. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut créer un utilisateur FTP. Alors il y a une règle à respecter, c'est que vous devez définir un mot de passe compliqué, pas le prénom de votre chat par exemple. Et vous intégrez dans votre identifiant, vous allez intégrer votre login, vous allez intégrer le nom de l'année. Comme ça, vous allez savoir depuis combien de temps vous n'avez pas changé votre login et votre mot de passe. Il est recommandé de modifier tous les ans, voire tous les 6 mois, votre login et mot de passe pour des questions de sécurité. Une fois qu'on a son compte qui est créé, dans FileZilla, on va cliquer donc ici, sur le gestionnaire des connexions. Donc ça, c'est une opération qu'on aura à faire une fois, avec son login et son mot de passe. Quand vous lancez donc le gestionnaire de site,
vous allez avoir tous vos serveurs qui vont s'afficher ici. Donc la liste des serveurs. Donc là, on va faire nouveau site. Et vous allez saisir donc l'hôte, l'adresse du client FTP, le port qui est souvent 21, l'identifiant et le mot de passe. Et vous appuyez sur OK. Ou éventuellement sur connexion. Ça va enregistrer et se connecter directement sur le serveur. Une fois que la connexion est faite, on va voir que les logs vont s'afficher ici, log de connexion. Si c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Si c'est en vert, ça veut dire que la connexion est bonne. On va voir apparaître sur la gauche la liste des fichiers du serveur. Donc actuellement, on voit que c'est vide. Et sur la droite, donc la liste des fichiers du serveur. Et sur la gauche, les fichiers locaux. Si vous faites clic droit sur les fichiers locaux, vous allez voir que vous allez avoir un menu déroulant et vous allez pouvoir envoyer les fichiers sur le serveur. Donc vous faites clic droit, envoyer le dossier application, par exemple, sachant qu'il va falloir tout envoyer pour installer Chamilo. Au bout de quelques minutes, une fois qu'il a envoyé tous les fichiers sur le serveur, vous allez voir apparaître donc le dossier app avec tous les fichiers à l'intérieur. Vous allez donc pouvoir répéter l'opération avec tous les fichiers Chamilo que vous devez installer. Et ensuite, une fois que vous vous connectez sur l'URL, vous allez pouvoir commencer à installer Chamilo. De la même manière, quand vous avez une mise à jour, vous venez donc écraser les anciens fichiers applicatifs de Chamilo avec le client FTP FileZilla. Et quand vous avez un plugin à installer, vous allez sélectionner sur la droite le dossier plugin et vous allez donc copier uniquement les fichiers du plugin dans le dossier Chamilo du serveur. Une dernière chose, si vous avez des dossiers qui sont sensiblement pareils sur votre ordinateur en local et sur votre serveur, vous pouvez activer ici une option qui s'appelle navigation synchronisée, c'est-à-dire que lorsque vous naviguez en local, le serveur vient synchroniser automatiquement les dossiers et les fichiers affichés des deux côtés. C'est pratique pour éviter d'uploader un dossier ou un fichier au mauvais endroit. À côté de la navigation synchronisée, vous avez aussi une petite loupe qui permet de mettre en évidence les différences entre les deux dossiers lors d'une navigation synchronisée. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en rouge les fichiers qui manquent d'un côté, et en vert et en jaune en fonction du type de fichier si le fichier est différent ou identique. Par exemple, on voit qu'ici en vert tout est pareil que sur mon disque dur en local. Par contre, on voit qu'il manque un certain nombre de fichiers qui ne sont pas sur le serveur et que j'ai en local. Donc je peux de cette manière envoyer sur le serveur les fichiers manquants. Lorsque j'envoie un fichier et qu'il existe déjà sur le serveur, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Il me demande, voulez-vous remplacer le fichier du serveur par ce fichier? Remplacer seulement si la source sur mon ordinateur est plus récente que sur le serveur. Remplacer seulement si la taille est différente. Remplacer si la taille est différente ou si la source est plus récente. Ignorer. Renommer. Et éventuellement, vous pouvez aussi cocher cette case, toujours effectuer cette action, de façon à ce qu'il ne vous repose pas la question si vous avez 1500 fichiers à envoyer. Il faut savoir qu'on peut envoyer également des fichiers, comme on a vu avec le menu. Mais on peut également les télécharger du serveur vers mon disque dur. Donc vous voyez sur la droite, on a une flèche bleue qui télécharger et envoyer. Ce sont deux actions complètement différentes. On peut également, côté serveur, créer des dossiers directement avec le menu contextuel. Créer un dossier par exemple test.
Et ce dossier est vide et je peux mettre des fichiers à l'intérieur qui peuvent être des PDF ou des fichiers de sauvegarde. De la même manière, je peux supprimer aussi un dossier et son contenu avec le client FTP sur mon serveur. Donc on a vu qu'on pouvait installer Chamilo et on voit aussi qu'on a accès du coup au dossier plugin. Si vous voulez donc ajouter des fonctionnalités à Chamilo, vous pouvez glisser ici des dossiers qui correspondent aux plugins que vous aurez d'accessibles au niveau de l'interface d'administration de Chamilo. Il y en a un certain nombre par défaut qui sont préinstallés avec Chamilo, mais vous pouvez en rajouter d'autres, ceux que vous avez téléchargés sur Internet, pour des fonctionnalités complémentaires au logiciel de base. L'avantage des plugins, c'est que ça rajoute des fonctionnalités, mais ça ne vient pas altérer le programme principal de Chamilo.